n'est pas sûr que le satellite soit bien positionné, donc... Bien, bonsoir à tous. Merci d'être là à nouveau, pour ceux qui y reviennent. Et merci à ceux qui viennent pour la première fois aussi. Puisqu'il y a une première fois pour tout, bien sûr. On est dans le cœur du sujet, là. Enfin, on est en plein milieu du cycle de conférences qui a été initié par Hervé Bellu, puisque tout ça c'est une idée de lui, c'est de sa faute. Ouais. Donc on est en fait à la 5e conférence d'un cycle de 10. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet, on est dans le dur, on va dire. Et on va parler ce soir d'outils de guérison, émotion, régression, transfert. Donc c'est vrai que c'est vraiment son truc à lui. Moi je suis journaliste, je travaille pour Nexus, il y en a qui le savent, je travaille pour Inexploré, le monde des religions. Hervé, lui, c'est un coach, un thérapeute. Le terme de coach n'est pas adapté. Il est professeur de Kundalini Yoga également. Il est animateur de stages, d'ateliers. Donc les choses dont on va parler ce soir, on va avoir l'occasion de le redire bien sûr, mais c'est un peu une présentation d'un menu. Donc ensuite, le menu, on y goûte ou on n'y goûte pas. Et c'est vrai que si vous voulez y goûter, ce soir, on reste plutôt dans la théorie quand même. Et ensuite, il y a la pratique. Donc bien sûr, il y a des ateliers, il y a des stages et il y a des sessions même individuelles qui sont proposées par Hervé pour approfondir toutes ces questions-là. Puisqu'on parle d'outils de guérison, mais en matière d'exploration de l'inconscient, on va le redire aussi, mais je préfère le dire d'entrée, c'est pas uniquement une question de guérison, c'est aussi une question c'est une voie initiatique en fait. L'exploration de l'inconscient, ça permet de se révéler, de se trouver, de se découvrir et peut-être de soigner certaines choses au passage, effectivement. Donc il y a un aspect guérison, mais c'est pas uniquement centré sur la guérison. On n'est pas obligé de se sentir malade, en quelques mots. Donc pour s'intéresser à ces questions-là et souhaiter les approfondir, même y compris lors d'ateliers ou de stages. C'est plus l'idée de se connaître, connais-toi toi-même donc, et d'aller chercher éventuellement quelques petites choses qui sont occultées, qui ont été refoulées, qui ont été réprimées. Donc ça, c'est des termes qu'on va utiliser ce soir, puisqu'on parle d'inconscient, et de savoir un petit peu comment vivre mieux, comment être mieux. Donc je vous explique rapidement le déroulé de la soirée. D'abord, Hervé va nous expliquer d'abord sur quoi nous nous construisons, donc les traumatismes, les petites et grandes choses de l'enfance qui laissent des traces plus ou moins profondes. Le deuxième point, c'est le contexte d'influence, donc l'environnement, à la fois l'histoire personnelle, l'histoire, donc son environnement au sens très large, culturel, social, familial. En troisième point, le processus de traumatisme et d'occultation. Occultation, refoulement, c'est des termes qui sont un petit peu synonymes. On va parler on va faire une petite digression sur ce qu'on appelle l'épigénétique en biologie pour expliquer comment certains traumatismes, justement, vont laisser des traces jusque dans les gènes, ou en tout cas jusque dans la façon dont s'expriment les gènes. Pas nécessairement dans le génome, mais dans la façon dont le génome est exprimé. Donc ça, c'est des notions qui sont intéressantes parce que c'est en lien avec tout ça. Cinquième point, donc vers la guérison, comment aller vers la guérison. Sixième point, processus de guérison. Et enfin, comment mettre ça en œuvre. Alors, cher Hervé, c'est à toi l'honneur donc. Alors d'abord, messieurs, dames, bonjour et merci d'être venus, je vous souhaite la bienvenue. Alors, je suis d'accord avec Jocelyn, on est dans le dur, sauf que dans le dur, il y a de la dureté. Et ne vous inquiétez pas, derrière la dureté, il y a toujours de la tendresse. Donc ça, c'est déjà bon à savoir. Mais à l'origine, effectivement, c'est ce que disait Jocelyn, on va déjà s'intéresser sur comment on se construit. Puisque lorsque le titre que j'ai choisi, outils de guérison, ça laisse un petit peu sous-entendre qu'on est malade. Et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20-30 ans, il y avait vraiment cette connotation que aller voir quelqu'un pour se soigner, d'abord c'était qu'un psy, et puis c'était vraiment réservé aux malades. Aujourd'hui, les choses, fort heureusement, évoluent, et on se rend compte qu'effectivement, la guérison, ça peut être d'aller mieux, et de même que pour la santé physique, il est intéressant de prévenir plutôt que guérir, de même au niveau de l'utilisation des outils psychologiques, des outils permettant d'aller explorer son inconscient, d'aller écouter son inconscient et d'avancer, on a tout intérêt à le faire, et c'est vraiment une aventure absolument extraordinaire. Juste pour l'illustrer, à l'issue d'un stage, j'ai une participante qui m'a envoyé un email
qui m'a fait très plaisir. Et cet email, elle me disait, j'ai fait 3 grands sauts dans ma vie. J'ai fait un saut en parachute, un saut en parapente et le saut en allant au stage. Donc, quand on fait un saut en parachute, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais on a les pétoches, hein, on a peur, on n'ose pas, etc. Mais il y a une petite partie en nous qui dit, bon, allez, je peux y aller, je dois y aller, et c'est super agréable. Et bien, pour la thérapie, pour tout ce qui est de l'ordre de la guérison au sens large, c'est un peu la même chose. C'est un saut quantique, donc, le troisième saut. Le troisième saut, c'est un saut quantique. Bon, alors là, je préfère pas partir là-dessus. Alors, d'abord, le premier point, c'est d'essayer de comprendre, quand on commence à aborder la guérison, moi au début, c'était bon, il y a très longtemps, il y a entre 20 et 30 ans, j'ai été surpris parce que à chaque fois dans les processus de guérison, on remontait toujours sur papa-maman, toujours sur les traumatismes de l'enfance, etc. Et puis, bon, c'est des cas particuliers. Puis en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment quasiment systématique et je me suis beaucoup intéressé à la question et interrogé également. En fait, la question c'est, repartons sur un enfant. Entre-temps, j'ai eu des enfants, donc j'ai observé mes 3 enfants, je les ai vus grandir, et puis j'ai lu des bouquins, bien sûr. Et puis, en fait, un enfant, si vous regardez bien, il arrive, il est vraiment d'une certaine manière, il est très curieux, très avide de découvrir des choses, et il est plutôt aspiré vers l'extérieur, très attiré vers l'extérieur. On le dit, je pense que je l'ai déjà dit dans une conférence, il y a 2 grandes forces, il y a la force de l'amour qui attire, et il y a la force de la peur qui, elle, au contraire, repousse. Un enfant, il est plutôt attiré. Il est plutôt attiré, et il se construit comme ça. Au fur et à mesure, il se construit par des expériences. Et il sait que des choses, bon, voilà, on prend toujours l'exemple du feu, quoi. Hein, l'enfant, au début, il est attiré. Moi, je me rappelle, j'avais une petite sœur, quand elle a eu son anniversaire de 1 an, j'étais très surpris parce qu'elle voulait manger la flamme. Je me disais, mais elle était attirée par la flamme. Et je me disais, mais c'est... Bon, les parents lui ont empêché de se brûler. Et après ça, peut-être que dans son expérience, elle a appris que ça brûlait. Et au fur et à mesure, on va, processus de survie, on va gérer chacune des épreuves que l'on va avoir à vivre. On va recevoir une épreuve et à partir de là, on va s'adapter. L'exemple simple, quand on est petit, on se brûle, hop, et puis on sait que ça brûle, que ça fait mal, et le corps, physiologiquement, il crée au niveau du système nerveux, il crée un arc réflexe qui fait que la deuxième fois que je vais toucher, je vais retirer ma main tout de suite et en même temps, cet ordre de retirer la main, il ne monte même pas au cerveau, il est directement renvoyé par la moelle épinière, mais il y a un ordre qui dit en même temps, attention, tu t'es brûlé. Et donc, on se construit comme ça. Alors ça, c'est les petites constructions les plus basiques, et les constructions plus importantes, et notamment au niveau du psychisme, elles se construisent un petit peu de la même manière. On subit des stress, et à chaque fois qu'on subit des stress, on met en place des réponses à ces stress. Mais une bonne partie de ces réponses ne sont pas traitées tout de suite. Pourquoi? Parce que on n'est pas forcément capable de traiter ces réponses. Alors déjà, ce qu'on va pouvoir aborder, c'est comment on gère par rapport au stress. Et pour ce faire, on va déjà aller explorer, on en a parlé un peu la dernière fois, ce que nous apprennent les neurosciences quant à notre développement, et puis de toute façon c'est l'observation des animaux. Lorsqu'un animal est stressé, lorsqu'on subit un stress, la première réaction c'est la fuite. Première chose, on va fuir, pour éviter le danger. Mais si la fuite n'est pas possible, ou si au bout d'un certain temps on se rend compte que ce scénario de fuite ne satisfait pas, n'apporte pas la réponse de mise en sécurité, on va changer de scénario. Et après la fuite, on va passer sur la lutte. Là, on va se retourner, on va faire face, on va lutter. Et ensuite, si vraiment la lutte n'est pas possible, il y a un troisième scénario. Le troisième scénario, c'est l'inhibition. L'inhibition, c'est la souris, elle est sortie, à un moment elle voit une ombre, elle sait qu'elle est trop loin pour retourner à son terrier, elle ne peut pas lutter contre un épervier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la morte. Ça, c'est les réponses au stress. Et ce qu'il faut bien comprendre, surtout pour nous les animaux, les êtres humains, c'est qu'on ne passe d'un scénario à l'autre que lorsque on estime qu'il a été
aller au bout du scénario. C'est-à-dire, c'est vraiment quand on s'est épuisé à essayer de fuir que, bah, tant pis, allez, je me retourne et j'essaye de lutter. Et c'est vraiment quand on a lutté jusqu'au bout qu'on passe au scénario de l'inhibition. Donc, on va se créer sur tous ces traumatismes comme ça. Et ce qui est important, c'est que ce qui est important, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire que dans ce processus de mise en mémoire, on met en mémoire toute notre histoire. Et toute notre histoire, il y a des fois des choses qu'on ne sait pas gérer. Et à ce moment-là, on se le garde profondément en mémoire. J'ai un exemple que je trouve très intéressant. Alors, là, ce qui est important, c'est que c'est la façon à laquelle est perçu l'événement. C'est ça qui est important. Je ne sais pas, on est peut-être avancé. La façon dont est perçu l'événement, tu veux dire oui. T'es où là? Là, tu es dans la... Ah oui, le contexte d'influence. D'accord. Voilà. Excusez-moi, parce que là, je sentais que j'allais un petit peu trop loin par rapport au planning. Je me disais, oh là là, c'est là. Bon, donc, voilà. Le truc, on subit des circonstances extérieures dont un certain nombre nous stressent, et à chaque stress, on met une réponse. D'accord? Voilà comment on se construit. Je veux dire, le guitariste qui joue tous les jours, il a de la corne au bout des doigts. Hein, et puis, physiologiquement, on fait comme ça. Psychologiquement, on fait comme ça aussi. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont nos sources de stress. Les sources de stress, pour nous, êtres humains, elles sont extrêmement variées. Et on le voit quand on déroule après. C'est-à-dire, quand on déroule, on expliquera tout à l'heure le processus de guérison, ce qui remonte de la mémoire, on voit que les traumatismes ont des origines extrêmement variées. Il y a déjà l'origine phylogénétique. On va parler de l'origine phylogénétique, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains. Avant, on a été des mammifères. Enfin, avant, on est mammifères. On est aussi, on a tous ces stress liés à notre condition de vie, de survie. Ça crée énormément de stress. Je veux dire, si un jour vous prenez froid, c'est un stress. Si un jour vous manquez ceux qui ont vécu la famine, c'est un stress. Il y a tous ces stress-là qui, eux, sont liés à notre statut d'organisme vivant. Ensuite, il y a d'autres stress. Qu'est-ce qu'on a mis derrière? Alors, culturel. Oui. Essentiellement, histoire, tu l'as dit. Donc, on peut parler des traumatismes liés aux grandes guerres, notamment. Voilà, là, c'est un truc qui remonte aussi à tout notre environnement. Donc, phylogénétique, c'est nous sommes des animaux, vivant peut-être avec un statut un peu particulier, mais on a quand même un statut d'être vivant et on doit maintenir ce statut d'être vivant. Ensuite, il y a le statut culturel. Or, c'est très important de voir d'où on vient. Il n'y a pas si longtemps, nous avons tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont subi des famines, ou des guerres, des traumatismes, etc., etc. Et donc, il n'y a pas besoin de remonter très loin dans la généalogie pour trouver des événements vraiment très graves. Ça fait quand même quelques décennies, depuis les 30 Glorieuses, etc., où on est quand même moins en danger qu'avant, mais dans ce qui a été mémorisé il n'y a pas si longtemps, il y a quand même des événements qui sont passés et qui ont été très traumatisants. Est-ce qu'on peut dire que l'analyse du comportement des êtres vivants, des êtres humains comme des animaux au départ, c'est ça qu'on appelle le behaviorisme, le fait c'est Henri Laborie qui a travaillé là-dessus, le comportement de fuite, de lutte, ou comme tu disais, le fait de faire le mort, ça fait partie du... Le behaviorisme, on avait le behaviorisme. Oui, pour moi, c'est action-réaction. C'est face à une action qu'on subit, à quelque chose, un contexte qu'on subit, qu'on met en place une réponse. Et ce qui est important, c'est de comprendre que l'homme met en place la réponse la mieux adaptée. Ceux qui vont vraiment essayer même d'aller décoder toutes les réponses même du corps, y compris les réponses des maladies, toutes ces choses-là, etc., ils essayent toujours d'essayer de voir comment le corps, l'inconscient, a toujours choisi la meilleure solution en fonction du contexte. Mais ce qui est important, c'est effectivement de voir déjà tout ce contexte, qui est un contexte qui nous a créé beaucoup de possibilités d'avoir des traumatismes. J'ai rajouté aussi effectivement le culturel, en ce sens que nous ne vivons pas les mêmes choses en France
que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, etc., etc. Toutes ces choses-là vont créer éventuellement des stress auxquels nous allons répondre, mais bien souvent nous allons y répondre inconsciemment. Voilà, donc je vous parlais de behaviorisme, ça vient du mot anglais behave, qui veut dire se comporter, hein, donc on parle de comportementalisme aussi, je crois, en français. Behaviorisme, ça c'est une approche qui est un petit peu battue en brèche aujourd'hui, justement parce qu'elle considère l'être humain juste comme un animal finalement, et elle ne tient pas compte de toute la dimension précisément inconsciente dont on parle ici. Donc c'est une approche qui est un petit peu dépassée aujourd'hui. Donc environnement phylogénétique, culturel, social, familial. Alors l'environnement familial, c'est effectivement quelque chose qui est vraiment pas à négliger, parce que faut quand même regarder en 60 ans, si on prend la génération de nos parents, de nos grands-parents, les différences culturelles ont été complètement énormes. Hein, il y a une trentaine d'années, il y a eu des tas de... Bon, quand il y a eu mai 68, etc., il y a eu des tas de choses qui ont volé en éclats. Avant, il y avait des règles, on suivait des codes sociaux, une certaine morale, il y avait la religion qui était très importante, etc. Tout ça, ça a beaucoup évolué. Mais au niveau familial, ce qu'on observe dans les groupes, avec notamment en thérapie, ce qui remonte de l'inconscient, c'est qu'il y a eu énormément de secrets. C'est-à-dire que la stratégie qui a été, la plupart du temps, employée, ça a été de dire, ça c'est très culturel, quand je dis que c'est culturel, c'est important, ça a été de dire « Oh, mais moi je vais bien, tout va très bien ». En fait, intérieurement, ce n'est pas le cas, mais si je dis « tout va très bien », je transmets à mes enfants que ça va bien. Alors, ça veut dire que le malaise d'une personne comme ça, elle se transmet dans l'inconscient. C'est assez culturel parce que si vous regardez, par exemple, le bouddhisme, les philosophies orientales, ils considèrent que la vie, c'est une galère, quoi. On est là, c'est la route samsara, on doit, tant qu'on n'est pas éveillé, on revient sur la terre et c'est un vrai purgatoire. On est là, alors que ici, nous, dans notre culture, on est plutôt façon petit déjeuner ricoré, quoi. Hein, la jolie famille, avec les gosses charmants, la maison super, le jardin, et puis madame qui ressemble à Claudia Schiffer, monsieur qui ressemble à Paul Louis-Sulitzer. J'invente pas, hein, c'est une chanson. Hein. C'est mes sources, hein, c'est pas dur. Donc on est complètement sûr, j'affiche quelque chose. Et puis derrière... On est quand même, nous aussi, des êtres humains. Donc si les orientaux, ils disent « la vie, c'est une galère », ce serait quand même étonnant que ce soit complètement le contraire chez nous. Surtout quand on voit la montée des suicides et la consommation d'antidépresseurs qu'on a chez nous. Donc on a du travail pour arriver à remettre un peu les choses en phase entre notre ressenti profond et puis ce qu'on essaye d'afficher. Et le fait d'afficher que tout va bien, c'est pas un scénario qui marche bien. Parce que l'inconscient, lui, il transmet. Oui, puis il y a cette idée toutes les valises qu'on trimballe, c'est des choses que nous ont passées nos parents, sans nécessairement vouloir nous faire du mal. On n'a pas tous été maltraités, heureusement. Mais qu'on le veuille ou non, nous en tant que parents aussi, on fait des erreurs et qui font que les enfants récupèrent des choses. Donc il y a cette idée qu'il n'y a pas besoin d'avoir été traumatisé pour trimballer des névroses finalement qui viennent de l'éducation qu'on a reçue. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Alors, c'est même différent. C'est inévitable d'ailleurs de faire ça. Voilà, et alors c'est une des choses qui est assez remarquable. C'est ce qui est important, c'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière à laquelle ça a été perçu. C'est extrêmement important ça. Surtout que nous, avec notre regard d'adulte, on a occulté une grosse partie de notre enfance. On a oublié un petit peu tout ça. Alors, justement, parlons du processus d'occultation. Comment ça se passe? Je vais prendre un exemple. Il y en a qui ont lu le livre de Marie Cardinal, Les mots pour le dire. Oui, il y en a quelques-uns. Hein. Il y a un endroit, c'était assez amusant, assez caractéristique, parce qu'en fait, elle a raconté sa psychanalyse, qui a duré des décennies, comme toutes les psychanalyses, et il y a des choses qui remontent, et un des événements qui remontait, c'est lorsqu'elle était toute petite, elle était filmée par son papa. Et ça la terrorisait. Ça la terrorisait, et elle n'était pas en danger, elle était simplement filmée. Mais le problème, c'est que pour elle, elle était en danger, et en danger de mort. Et le père, lui, ça l'amusait, et il riait. Ce qui ne faisait que renforcer la peur qu'elle avait. Elle ne comprenait pas pourquoi, alors qu'elle avait besoin d'être protégée et rassurée par son papa, il riait.
Et ça a créé un traumatisme grave. C'est très important, mais un tel traumatisme que c'est ressorti en psychanalyse après 20 ou 30 ans. Alors, on pourrait très bien dire, avec notre regard d'adulte, oh bon non, mais c'était rien. Et c'est là que c'est très important. J'ai écrit dans mon livre, j'ai cité un exemple aussi, c'était amusant, c'était quelqu'un que j'ai connu dans les groupes, et lui, apparemment, c'était vraiment l'ambiance super, papa et maman qui s'aiment bien, un endroit pas trop stressé, etc. etc. Donc vraiment la vie parfaite, quoi. Et à un moment, en travail, on est dans l'émotionnel, on le verra, puisque c'est l'émotionnel qui est l'indicateur. On travaille dans l'émotionnel, ce qui est ressorti, c'est un jour où il était rentré dans un ascenseur, tout fier, tout petit, rentré dans l'ascenseur, puis il appuyait sur un bouton comme ça, et puis à un moment il s'est dit, mais la porte va se refermer, et qu'est-ce qui se passe si la porte se referme? Alors là, il a appuyé sur le bouton pour empêcher la porte de se fermer, et il a attendu. Et il a attendu un certain temps, qui pour nous adultes, c'est que dalle, mais pour lui, il était en danger de mort pendant longtemps. Et à tel point que c'est 20 ou 30 ans plus tard que cette expérience traumatisante ressort. Alors ça, c'est important de comprendre que nous portons tous forcément des blessures. Et le processus d'occultation, c'est un autre phénomène qui est extrêmement intéressant aussi et qui est bien illustré cette fois-ci par une anecdote qui avait été rappelée, je crois que c'est par Freud. Il racontait qu'il avait une patiente qui était devenue subitement aveugle. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette anecdote et qui me corrigent si ce n'est pas Freud, mais il me semble bien que c'est Freud. Elle était devenue subitement aveugle sans aucune raison physiologique. Tout fonctionnait et pourtant elle était devenue aveugle. Par le travail avec Freud, alors Freud, il faisait de la psychanalyse, mais c'était Freud. Donc l'outil c'est une chose, c'était Freud. Donc il avait vraiment une grande efficacité. Freud, il a obtenu beaucoup de résultats. Ce n'est pas forcément par sa méthode, mais c'est parce que c'était Freud. Et toujours est-il que, à un moment, en psychanalyse, est ressorti un souvenir de cette femme. C'est qu'elle avait vu son père rentrer dans une maison close. Or, pour elle, c'était complètement hors paradigme, il était hors des questions que son père soit donc un homme qui va voir les prostituées dans les maisons closes. Donc, comme ce n'était pas acceptable pour elle d'avoir vu son père, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je ne vois rien. Je ne vois rien. Si je ne vois rien, je ne peux pas avoir vu mon père, donc mon père n'est pas rentré dans une maison close. Et c'est bon. Et donc, elle a tout oublié. Et elle a perdu la vue. Et en psychanalyse, avec le travail, c'est remonté. Et avec le souvenir, la colère, bien sûr. Et Freud raconte qu'il était là, il a dû sortir de son cabinet parce qu'il balançait tout ce qui traînait, les cendriers, les vases, les lampes, tout. Et puis que, hop, il est sorti, puis au moment de sortir, il a dit « Oui, mais vous voyez ». Elle avait juste récupéré la vue. Grosse colère avec, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'on a un événement traumatisant et qu'on n'est pas capable, parce qu'on est trop petit, de le gérer, à ce moment-là, on l'occulte, on l'oublie. Ce qui fait dire à certains que lorsque le simple fait de faire remonter cet événement et de le regarder en tant qu'adulte nous permet d'accéder à une meilleure compréhension et éventuellement à une certaine guérison. Moi, je voulais rebondir sur l'exemple que tu as donné de Marie Cardinal, qui avait peur d'être filmée par son père, parce qu'on peut peut-être faire un lien aussi avec les mémoires qui ne sont pas personnelles, mais qui sont des mémoires transpersonnelles, parce qu'on a aussi des mémoires transpersonnelles, transgénérationnelles, etc. Et moi, cet exemple que tu donnes, ça me fait penser inévitablement aux réactions des peuples premiers, qu'on appelait des sauvages à l'époque, les premiers anthropologues quand ils sont arrivés dans certaines contrées, et qu'ils ont voulu filmer ou prendre des photos d'autochtones, d'indigènes. Ces gens-là étaient persuadés qu'on allait voler leur âme, en fait. Le fait qu'ils soient pris en photo, c'était quelque chose qui prenait au plus profond d'eux-mêmes, et ils étaient persuadés qu'on prenait leur âme, quel que soit le concept qu'ils avaient en guise de concept d'âme. Mais peut-être que du coup, Marie Cardinal, étant petite, elle avait quelque chose de cet ordre-là aussi, qui faisait qu'elle avait peur d'être filmée, finalement. Alors, elle fait... Bon, je ne vais pas parler pour Marie Cardinal, mais toujours est-il que, effectivement, tu le rappelles, nous portons 4 types de mémoires, on l'avait déjà vu, les mémoires de ce qui s'est passé dans cette vie-ci, les mémoires intra-utérins, les mémoires transgénérationnelles, donc on ne sait pas exactement comment c'est transmis, est-ce que c'est transmis par les gènes, est-ce que c'est transmis différemment, on ne sait pas, et c'est pas forcément indispensable de savoir. Et puis même d'autres types de mémoires, des fois on voit des mémoires qui remontent lorsqu'on fait un état,
utilise un état modifié de conscience pour faire une exploration d'inconscient, on voit remonter des mémoires qui, des fois, ne sont pas dans ce contexte de cette vie-ci. Et donc, on peut dire c'est comme si nous étions une âme qui a eu plusieurs voyages, qui a eu plusieurs incarnations. Quelqu'un en parle de mémoire karmique, donc. Et là, à ce moment-là, il y a effectivement le processus de mémoire karmique. D'accord. Donc tu as parlé du phénomène d'occultation qui est la même chose que le refoulement? Alors non, occultation, refoulement, c'est pas exactement pareil, d'après ce que j'ai lu, parce que je suis pas un théoricien complètement de toutes ces choses-là, alors il y a toujours des subtilités, d'après ce que j'ai lu. L'occultation, bon, c'est comme quand vous avez une écharde, moi ça m'est arrivé une fois, j'ai eu une écharde, en général j'attends qu'elle sorte, et puis là elle voulait pas sortir, ça s'est enquisté, et puis la peau allait se refermer par-dessus. Et donc il a fallu que j'insiste pour le sortir. Eh bien c'est pareil pour les souvenirs, quand ils sont trop douloureux, eh bien on les refoule, on les occulte et on les oublie. Le refoulement, d'après ce que dit Freud, le refoulement c'est plutôt, on a des pulsions, on est plus dirigé, on l'a vu quand on a parlé de l'exploration de l'inconscient, on est plus dirigé par le ça ou le surmoi, hein, et de le ça qui est inconscient, ce sont les pulsions. Et le refoulement, c'est quand on refuse ses pulsions, parce que le surmoi nous dit non, tu n'écoutes pas tes pulsions. Mais ce processus d'occultation, il est donc c'est un événement qui est trop dur pour être géré, et un événement dans lequel il y a de l'émotion. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, on passe à côté. Il y a des gens qui ont vécu des choses sans s'en rendre compte et qui sont passés à côté. Et j'ai un autre exemple qui me vient d'une personne que j'avais vue en accompagnement. Bon, moi c'était pas mal thérapeute à l'époque, j'étais en groupe, hein, mais cette personne, son histoire de vie, c'est que quand il était petit, on le lui a raconté, quand il était petit, à un moment, il y a son père qui l'a pris, qui l'a mis, il était tout bébé, hein, il l'a mis au-dessus du vide, du 7e étage, et il lui a dit, maintenant, si tu n'arrêtes pas, je te lâche. Et son histoire de vie, ce qui remonte dans le travail, c'est que ce moment-là l'a complètement inhibé. Et dans toute sa vie, c'était un garçon extrêmement inhibé. Ça amène plusieurs remarques. Vous prenez un enfant, un bébé, et vous le mettez au-dessus du vide, ah t'as vu, en riant, en vous amusant, il ne va pas avoir peur, parce qu'il ne s'en rend pas forcément compte. Mais ce qui a traumatisé cet enfant, c'est qu'il a senti, d'inconscient à inconscient, il a senti dans la transmission de l'intention du papa que le papa était vraiment en colère et qu'effectivement il allait le faire. Il a senti ça, il a senti qu'il était obligé de s'arrêter parce qu'il était en danger de mort, parce que ça se transmettait. C'est pas le contexte, parce que ça on peut le dire. Un enfant, un bébé, vous le mettez au-dessus du vide, il ne se rend pas compte qu'il est en danger de mort. Mais le truc, c'est comme ça que ça marche. On va occulter des tas de choses et on va se construire comme ça. Et après ça, on va pouvoir éventuellement le guérir. Alors c'est là qu'on peut faire peut-être la parenthèse dont on avait parlé sur comment on intègre les choses. Le traumatisme s'inscrit dans les cellules. Voilà. C'est-à-dire que refoulé, occulté, en tout cas il s'imprime dans le corps. Alors après on parle de maladie, quelque chose que vous avez déjà entendu, j'imagine souvent. Donc ça vient de là. Oui, alors c'est effectivement très intéressant.